Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup d'avoir répondu présent à l'invitation de la DGFP pour cet atelier de la transformation RH sur le thème « Comment faire de la mobilité européenne et internationale un accélérateur de carrière ». Alors, la mobilité des fonctionnaires à l'étranger peut prendre différentes formes. Une expérience dans une administration française à l'étranger, des programmes d'échange, des missions d'expertise technique à l'étranger, la participation aussi à des formations communes avec d'autres administrations. Et ces expériences contribuent pleinement à la transformation de la fonction publique, notamment en permettant aux agents publics de diversifier leurs compétences, de se confronter à d'autres cultures, à d'autres méthodes de travail et de créer du lien avec des agents publics au sein d'autres administrations. Ces mobilités contribuent ainsi à valoriser le modèle français de la fonction publique et l'expertise de nos agents auprès de l'administration étrangère. C'est la raison pour laquelle la DGAFP, aux côtés d'autres acteurs tels que les SGAE, la représentation permanente de la France auprès de l'Union européenne et les services RH et internationaux au sein des ministères, tous ces acteurs agissent pour mieux valoriser ces expériences européennes. Et cette priorité a été confirmée par la circulaire du 3 avril 2017 relative à la valorisation de la mobilité européenne et internationale des agents de l'État, qui a posé les bases de l'accompagnement des parcours professionnels des agents en mobilité. Néanmoins, et je pense qu'on va en parler assez largement aujourd'hui, la préparation, la valorisation de ces expériences de mobilité peuvent se heurter à des freins et des complexités qui peuvent être parfois un peu décourageants pour les agents de la fonction publique. Alors, comment faire de cette mobilité européenne et internationale un accélérateur de carrière? C'est le thème que nous allons traiter cet après-midi, et pour apporter éclairage du secteur privé et public et retour d'expérience, nous structurerons les débats autour de 3 temps principaux. Un premier temps en plénière avec l'intervention de 3 acteurs. Florian Blasi, qui est adjoint à la directrice générale de l'administration et de la fonction publique et qui assurera l'ouverture de l'après-midi. Madame Éléonore Chenet, qui est International Mobility Manager chez Dassault Systèmes, qui nous apportera un éclairage et un retour d'expérience du secteur privé. Et puis Julien Seillan, responsable recrutement et carrière et adjoint à la directrice des ressources humaines à l'Agence française de développement, qui nous partagera l'expérience de l'AFD en matière de mobilité internationale. On aura ensuite un second temps d'échange en sous-groupe qui nous permettra d'avoir le témoignage de 4 acteurs qui ont vécu ou qui animent des dispositifs de mobilité internationale. François Brismur, qui est représentant du bureau stratégie synthèse ministérielle au ministère des Armées, Madame Sandrine Gauthier, chef du bureau stratégie et affaires générales à la direction de l'action européenne et internationale du ministère de la transition écologique. Et puis 2 acteurs, comme je le disais, qui nous partageront leur expérience personnelle de la mobilité internationale. Madame Virginie Delattre-Escudier, qui est titulaire du Master européen de gouvernance et d'administration de l'ENA, donc qui est un programme franco-allemand, et Monsieur Jean-Baptiste Perrin, qui est un membre de l'association des anciens du programme Bellevue et qui a lui-même vécu plusieurs expériences de mobilité internationale. Et puis enfin, nous reviendrons en plénière pour des temps d'ouverture et d'éclairage complémentaires, un retour d'expérience, une présentation de l'administration portugaise sur un programme qui est en cours de pilote, d'expérimentation qui s'appelle EU Leadership Exchange Programme. Donc, ce sera Sofia Chrysostomo et Abel Carrera qui nous partageront au travers d'une vidéo leur expérience. Et puis, nous terminerons avec le témoignage d'Antonin Coeur-Bizot, qui est directeur du département coopération bilatérale et mobilisation de l'expertise. Et M. Coeur-Bizot nous présentera le programme Expertise technique internationale qui permet de mobiliser l'expertise de fonctionnaires français auprès d'administrations étrangères. Un programme dense et complet qui, j'espère, vous apportera les éclairages et les éléments de réflexion qui vous aideront à avancer sur ce sujet de la mobilité européenne internationale. Et juste avant de donner la parole au travers d'une vidéo à M. Blasi, je vous rappelle que les différentes interventions seront suivies de temps d'échange et de questions avec les intervenants, et donc je vous invite à partager vos questions et vos réactions sur le chat tout au long de l'événement. Comme je disais, pour ouvrir cet après-midi, je vous propose d'écouter M. Florian Blasi, qui est adjoint à la directrice générale de l'administration et de la fonction publique. C'est avec un grand plaisir que j'introduis aujourd'hui cette nouvelle édition des ateliers nationaux de la transformation RH de la DGFP consacrée à la mobilité européenne et internationale des agents publics.
Cette problématique s'inscrit dans plusieurs chantiers nationaux conduits ou accompagnés par la DGFP au titre de ses missions de DRH de l'État et d'animatrice du dialogue entre les 3 fonctions publiques. Tout d'abord, notre politique globale vise à renforcer et faciliter la mobilité des fonctionnaires au sein de la fonction publique française. La loi de transformation de la fonction publique y a grandement contribué, en facilitant par exemple le recours au contrat ou en simplifiant les mobilités en interministériel ou entre les 3 fonctions publiques. La réforme de la haute fonction publique nous conduit par ailleurs à engager une réflexion spécifique sur l'encadrement supérieur et les parcours de carrière des hauts fonctionnaires. La mobilité européenne et internationale contribue pleinement à cette logique, puisqu'elle permet aux agents publics de diversifier leurs compétences, de se confronter à d'autres méthodes de travail et de créer du lien avec des agents publics d'autres administrations. Expériences qu'ils peuvent ensuite valoriser et mettre à profit dans leurs activités professionnelles. Ceci est d'autant plus important que nous le savons tous, toutes les politiques publiques intègrent aujourd'hui une dimension européenne, voire internationale, et je dirais même une dimension européenne et internationale croissante. L'agriculture, l'immigration, l'asile, l'environnement, voici quelques exemples de politiques qui ne peuvent aujourd'hui être abordées à la seule échelle nationale. Pour les administrations, la mobilité est aussi un moyen d'interroger nos pratiques et d'identifier des solutions à des défis communs tels que l'attractivité des emplois publics ou la transformation numérique. Enfin, comme vous le savez sans doute, la France exercera dans quelques mois, du 1er janvier au 30 juin 2022, la présidence tournante du Conseil de l'Union européenne. La DGFP sera pendant ces 6 mois à la tête du réseau européen des administrations publiques, EPAN, au sein duquel nous échangeons régulièrement avec nos homologues sur les enjeux liés à la transformation des fonctions publiques en Europe. La mobilité européenne fait partie des enjeux forts que nous souhaitons porter dans le cadre du volet fonction publique de cette présidence. Pour ce faire, nous allons d'abord agir sur les solutions de mobilité entre institutions européennes et administrations nationales, notamment à travers le déploiement d'un nouveau programme d'échange de fonctionnaires dans le champ de l'administration publique, programme qui vous sera présenté tout à l'heure par l'Institut national d'administration du Portugal. Nous confronterons nos politiques en faveur de la mobilité européenne à celles de nos homologues européens. Et ces différents travaux nous permettront de produire en fin de présidence une boîte à outils de la mobilité européenne des fonctionnaires, couvrant à la fois les enjeux, les solutions de mobilité et les bonnes pratiques permettant d'accompagner leur déploiement. Pour connaître l'Europe, il faut connaître le fonctionnement de l'Union et des mécanismes qui le régissent. C'est pourquoi les institutions européennes doivent avoir toute leur place dans ces échanges qui ne se limiteront pas aux administrations nationales. Au-delà de la présidence française de l'Union européenne, le président de la République a voulu donner un nouvel élan à la promotion de l'expertise française à l'étranger en fixant comme objectif le doublement du nombre d'experts techniques internationaux. Ces experts interviennent dans les administrations partenaires sur des projets variés en fonction des besoins. Ils sont donc un vecteur primordial d'influence française à l'étranger et d'influence de notre modèle de fonction publique. Si elle est reconnue dans le monde entier, le positionnement de l'expertise française n'est pas acquis. Nous faisons face à d'autres organisations et d'autres influences qui ne nous ont pas attendus pour être présentes et parfois nous remplacer sur tous les terrains. Dans ce contexte, nous avons voulu dédier aujourd'hui cet atelier au terme particulier de la valorisation des expériences de mobilité. Cette question est cruciale pour que les agents et leurs employeurs tirent le meilleur parti de la mobilité au retour dans l'administration d'origine, dans l'administration française. Il s'agit donc de penser, d'évaluer les compétences acquises dans le cadre de ces expériences, tant en termes de savoir, de savoir-faire que de savoir-être, et d'envisager leur mise à profit sur d'autres fonctions. Il s'agit également de penser dans nos politiques RH ces expériences de mobilité comme une opportunité pour l'accès à d'autres fonctions d'encadrement et de conduite de projet. Cela implique de renforcer la politique d'animation de viviers d'agents pressentis ou ayant effectué des mobilités européennes et internationales. Voilà quelques-unes des thématiques qui seront abordées par les différents intervenants aujourd'hui. J'espère que cet atelier viendra nourrir vos pratiques
et nous permettra également de partager des problématiques et surtout d'identifier des solutions concrètes sur ces différentes questions. Je vous remercie et je vous souhaite surtout un très bon atelier. Je vous propose de continuer cet atelier avec le témoignage de Julien Seillant, qui est responsable recrutement et carrière et qui est adjoint à la directrice exécutive des ressources humaines de l'Agence française de développement. Alors, le retour de l'AFD, ça nous a semblé particulièrement pertinent pour cet événement parce que l'AFD, c'est comme vous le savez, je pense, un établissement public qui est, par la nature de ses activités, présent historiquement à l'échelle internationale. Et même si on est plutôt sur du registre du droit privé, donc un petit peu moins de contraintes que dans la fonction publique d'État notamment, c'est un établissement public, donc il y a une proximité culturelle avec la fonction publique. Donc, ça nous a semblé utile de partager justement le retour d'expérience de l'AFD et dans quelle mesure est-ce que cette mobilité internationale est un accélérateur de carrière au sein de l'AFD. Julien Seillant, bonjour, merci beaucoup de votre participation. Comme j'indiquais à l'instant, la mobilité internationale, c'est une place centrale, importante dans la gestion des carrières et l'avancement des agents à l'AFD. Est-ce que vous pouvez nous partager le cadre, l'histoire peut-être même de ces mobilités internationales, et puis la valorisation de la mobilité internationale dans les parcours, et puis peut-être aussi votre vision des enjeux actuels et à venir, de qu'est-ce qu'on pourrait mettre en œuvre pour continuer cette dynamique dans le contexte actuel. Je vous laisse la parole, Julien, et puis je rappelle qu'il y aura à nouveau un temps de questions-réponses. Je vous invite toutes et tous à partager vos questions. Merci beaucoup. Est-ce que vous m'entendez correctement? Parfaitement. Très bien, merci. Merci de me donner l'occasion de partager avec cet auditoire à la fois les expériences des uns et des autres et de croiser nos regards. Parler de la mobilité à l'Agence française de développement, pour le comprendre pleinement, il faut effectivement, comme vous le disiez, avoir d'abord un regard dans le rétroviseur pour comprendre le contexte général dans lequel la mobilité s'est installée à l'AFD. Le groupe AFD aujourd'hui, c'est 2800 personnes et c'est un groupe qui, par nature, a l'intégralité de ses activités hors de l'Hexagone, et la mobilité est donc profondément inscrite dans les éléments de cadre juridique que sont le statut du personnel. Nous sommes une entreprise à statut, nous sommes un EPIC et donc une entreprise à statut, inscrite d'un point de vue contractuel dans les contrats de travail avec nos salariés qui dépendent principalement et dans leur immense majorité du droit du travail privé, mais c'est avant tout un attachement extrêmement culturel et ce facteur-là est déterminant dans la gestion opérationnelle de la mobilité. Culturel, pourquoi? Parce que le collaborateur qui rentre à l'Agence française de développement, dès le tout début de ses échanges avec ce potentiel futur employeur qu'est l'agence, est amené à se positionner, amené à être interrogé, à réfléchir sur l'éventualité de sa propre expatriation. Cette question est présente dès le début du processus, tout au long du processus, et parce que nous sommes assis sur 80 ans d'histoire d'intervention à l'étranger, il n'y a pas finalement d'interrogation sur la logique de mobilité. Elle est inscrite de manière quasi génétique dans le parcours des collaborateurs de l'AFD. À tel point que, vous le verrez, elle s'étend aujourd'hui à d'autres sphères et que ça présente un certain nombre d'autres enjeux et donc notamment quelquefois ceux de la modération, puisque on a plutôt à faire face à un appétit important et qu'il faut maîtriser de mobilité qu'à une difficulté finalement à faire accepter, gérer des situations de mobilité. Concrètement, de quoi parle-t-on? On parle d'environ 300 postes diffusés en interne par an, sur un format assez classique, somme toute, d'une forme de bourse à l'emploi, alors qui est une campagne de mobilité annuelle. Pourquoi est-elle annuelle? Elle est annuelle parce que nous devons, comme je le disais, servir avant tout les besoins en compétences de nos agences à l'étranger, et que ces rotations-là, pour des affectations qui durent plusieurs années, qui durent globalement 4 ans, on est sur des formats de 2 ans plus 1 an plus 1 an, ou de 3 ans plus 1 an,
elles doivent servir les affectations à l'étranger et donc elles sont alignées sur des rotations à l'été. Et donc nous avons inscrit dans notre cycle de vie habituel d'une année civile, finalement, cette grande campagne de mobilité qui est en train de s'ouvrir en ce moment chez nous pour l'année prochaine et qui a pour finalité originelle de servir les postes à l'expatriation qui représentent un petit tiers de ces 300 postes par an. Alors nous avons un système interne de formulation de vœux, de souhaits de la part des candidats. Les candidats expriment des préférences sur la base des postes publiés. Pour ça que vous voyez cette ligne étonnante à l'écran d'un taux de satisfaction des vœux, mais c'est un élément que l'on pilote attentivement, et un taux de satisfaction des vœux qui est assez élevé puisque nous avons environ 80% des vœux 1 et 2 exprimés qui sont servis, ce qui laisse donc un quart des collaborateurs pour des vœux 3 et au-delà. Alors évidemment, il ne s'agit pas là de piloter la mobilité en fonction de la satisfaction unique des collaborateurs, mais il s'agit d'avoir construit en amont, et c'est bien l'objet des entretiens professionnels, les entretiens de carrière qui sont effectués par des RH, mais aussi du dialogue qui a lieu tous les ans entre le management et le collaborateur sur d'éventuelles perspectives de mobilité, qui permettent de faire émerger des vœux, de les travailler, de les recentrer quelquefois, d'accompagner des collaborateurs vers des besoins du groupe qui seraient non couverts ou de ramener des collègues vers l'expression de vœux qui seraient plus raisonnablement accessibles et adaptés à leurs compétences actuelles, qui nous permettent d'arriver donc à un niveau de satisfaction des vœux exprimés qui est plutôt élevé. Alors il bouge faiblement d'année en année. On arrive à ce résultat de 80%. La grande nouveauté des années passées, l'Agence française de développement a cru fortement en taille et en effectif ces dernières années, c'est la place croissante dans les propositions de postes d'échange de personnel avec des institutions partenaires. L'Agence française de développement entretient de nombreux partenariats et par construction même dans une logique partenariale, et donc nous intégrons la faculté, mais nous encourageons finalement vivement la possibilité pour des collègues en interne d'aller exercer leur domaine de compétences pendant 2 ans, quelquefois un peu plus, rarement, souvent 3, en lien avec nos orientations stratégiques, évidemment. Donc, on a développé des partenariats, des échanges de personnel avec d'autres bailleurs de fonds européens, avec IDFC, avec la Banque européenne d'investissement, mais aussi avec d'autres établissements publics français, bien évidemment avec le ministère des Affaires étrangères, le Quai d'Orsay, la Direction générale du Trésor, un certain nombre d'acteurs ministériels français. Et nous avons un enjeu très important qu'on travaille depuis 3 ans maintenant de manière assez déterminée, qui est la question de la valorisation, de l'attractivité et de la valorisation en retour de ces expériences chez les partenaires. Nous sommes une entreprise de carrière longue. On voit donc l'intérêt qu'il peut y avoir à structurer un parcours de carrière, y compris en y insérant une étape, une expérience externe, hors les murs. Un bénéfice pour l'AFD, évidemment, à faire connaître, faire rayonner l'AFD et faciliter peut-être ensuite de futures collaborations. On est sur un enjeu qui se travaille nécessairement sur le long terme. Le temps de la construction des partenariats et le temps de la construction des compétences est un temps de moyen terme au moins, si ce n'est de long terme. Les difficultés auxquelles on se confronte sont des difficultés somme toute assez triviales, assez pragmatiques, des enjeux de calendrier, pouvoir présenter des candidats dans le calendrier du partenaire quand les candidats se construisent des carrières en interne, que les collaborateurs en partenariat ne perdent pas en connaissance de la maison durant leur absence, pouvoir gérer correctement leur retour. Ça nécessite par partenaire quasiment à chaque fois la construction d'une opération sur mesure parce que la coopération espagnole, anglaise, mais aussi la Banque asiatique de développement n'ont évidemment pas toujours les mêmes contraintes, les mêmes timings, les mêmes règles de fonctionnement que les nôtres, et c'est devoir faire preuve de beaucoup d'agilité. La difficulté à laquelle on est confronté est celle de la bonne valorisation du parcours chez nos partenaires
lors du retour. J'entendais dans l'intervention précédente une question qui était, mais à partir de quand travaillez-vous le retour? Nous travaillons chez nous le retour, que ce soit du réseau de l'AFD ou de chez un partenaire, à compter de la mi-temps de l'expérience. Quand un collaborateur part 4 ans à l'étranger, dès la 2e année, on entretient un dialogue RH. Il y a un dialogue managérial annuel de toute façon, mais on commence le travail RH plus sérieusement sur la question du retour dès la 2e année pour être prêt à la 3e année à l'opérer à la 4e. C'est finalement le même travail qui est fait du côté des collègues qui opèrent chez des partenaires, avec, et c'est probablement le point le plus important, un alignement très fort au niveau exécutif sur la nécessité d'une juste valorisation de ces parcours dans les postes qui sont confiés à ces collaborateurs qui reviennent, et donc régulièrement, grâce au développement d'outils finalement assez standards, hein, de revue de personnel, d'exercices de prospective, on travaille au repositionnement en amont de ces collaborateurs, parce qu'il n'y a qu'en les valorisant et en donnant à voir au corps social le bénéfice du point de vue de la carrière de ce type d'expérience qu'on parvient ensuite à générer un appétit récurrent vers ces évolutions. Et ça commence à marcher. Alors c'est évidemment accompagné de campagnes internes d'information, de communication. Nous avons un annuaire d'alumni, tous les collaborateurs, la 50aine de collaborateurs de l'AFD qui sont hors les murs, vous pouvez aisément trouver leur nom, voir où ils sont, les contacter, vous informer sur leur expérience professionnelle. Les anciens qui y sont passés, vous pouvez aussi les contacter parce que vous vous intéressez à un poste qui va être ouvert à la Banque européenne d'investissement ou dans telle direction du Quai d'Orsay. Vous pouvez les contacter pour échanger directement avec eux. On essaie de jouer cette carte du réseau interne pour faire rayonner finalement ces expériences chez nos partenaires. Alors, pourquoi faire tous ces efforts finalement? Évidemment parce que nous sommes une institution par nature dans la construction de relations partenariales avec nos contreparties, mais aussi parce que c'est un enjeu de construction des profils de compétences dont nous avons besoin. Nous avons un retour sur investissement qui est toujours évidemment difficile à chiffrer en la matière, mais qui est attendu et qui est plutôt constaté avec un effet boule de neige dans la capacité ensuite à nouer des partenariats. Donc les sphères de redéploiement de ces collègues qui reviennent sont étudiées avec grande attention pour qu'on les réinsère dans des structures où ils vont pouvoir en retour diffuser leur connaissance de ce partenaire, la compréhension qu'ils en ont eue, pouvoir la diffuser ensuite en interne au sein des entités dans lesquelles ils se réinsèrent et potentiellement au-delà au travers de chantiers transversaux où on va pouvoir mobiliser tel collègue qui revient de telle direction de l'Union européenne et qu'on va pouvoir réinsérer sur un projet transversal pour qu'il puisse ainsi partager les acquis de son expérience hors les murs. L'enjeu principal, au-delà des difficultés techniques qui sont surmontables mais coûteuses, c'est aujourd'hui de nous installer dans une logique prospective de plus long terme, puisque la construction de ces opérations d'échange de personnel, de mobilité externe et de retour ensuite au sein du groupe AFD ne porte ses fruits qu'à la condition d'une grande constance dans le cap qui est donné, de repositionnement attentivement prévu pour ses collaborateurs, au risque d'avoir dépensé une quantité importante de moyens et d'énergie pour réussir des opérations qui ne seraient que des coûts occasionnels. Comment est-ce qu'on essaye de s'inscrire dans cette logique à plus moyen terme? Eh bien, au travers d'une mise en mouvement dans une logique de prospective. On a lancé les chantiers relatifs à des démarches de prospective métier, donc d'évolution des métiers, pour pouvoir communiquer à notre personnel qui a une forte culture de la mobilité interne des logiques d'aire de mobilité, pour les outiller dans leur manière de réfléchir et de construire ensuite avec leur manager et leur RH leur parcours professionnel. C'est ce que vous voyez à l'écran par exemple sur les books carrières qui sont des résumés de nos analyses croisés avec les besoins qu'on anticipe dans les années à venir pour pouvoir orienter, piloter plus finement nos mobilités.
Et le dernier point qui devrait nous permettre de cristalliser ces évolutions-là, c'est la construction en cours prévue pour l'année prochaine d'un accord GEP, donc de gestion des emplois et des parcours professionnels, qu'on ouvrira bientôt à la négociation en interne, et dans lequel, bien évidemment, ces éléments relatifs à la mobilité très installés, très culturels à l'AFD trouveront une part finalement assez prévisible. En revanche, une place plus grande, plus forte et plus nette, on le souhaite, pour nos collaborateurs sur cette dimension qui est probablement un peu plus rare, qui est celle des mobilités vers les partenaires, des mobilités externes. Et je m'arrête là pour… Merci beaucoup, Monsieur Seillant. Alors, on a déjà quelques questions. Je vais laisser la parole à Léa Sylvestre pour se faire le relais de ces questions. Oui, merci beaucoup, Monsieur Seillant, pour cette intervention. On comprend du coup que chez vous, la mobilité internationale fait partie intégrante des parcours de carrière. Est-ce que vous avez constaté un renforcement de la qualité des relations ou un développement de projets communs avec vos partenaires suite à ces mobilités qui sont très nombreuses? Oui, on a alors, il est toujours difficile, comme dans toute analyse de cause, de sérier exactement quelle est la cause du progrès d'une qualité de relation partenariale. On a la faiblesse de penser que d'exercer de plus en plus de nos collaborateurs à cet exercice de contact avec l'externe, avec des partenaires, d'immersion chez eux, cette capacité à se recréer une identité professionnelle en changeant d'entreprise pour revenir dans son ancien habit avant, sont des éléments qui exercent la compétence de relations partenariales et ensuite de création d'opérations en commun. De là à pouvoir vous répondre que nous avons la certitude que c'est grâce à cet échange avec la Banque asiatique que ce serait un peu présomptueux. Néanmoins, on voit très clairement, des rapprochements dans les relations, des communautés de vues qui émergent, que l'on arrive occasionnellement à originer comme étant justement le développement d'un échange de personnel. Ce n'est pas que l'envoi des collaborateurs AFD chez ses partenaires qui change la donne, c'est aussi notre capacité à accueillir les collaborateurs de ces structures-là chez nous et tout le travail que font ces personnes-là pour ouvrir plus grande l'AFD à accueillir des manières de faire, des sollicitations, des suggestions qui viennent de l'externe. De ce point de vue-là, oui, je pense qu'on peut faire un lien de cause à effet. Merci beaucoup. On avait une deuxième question. Est-ce que la mobilité dans le réseau, du coup, auprès de l'un des partenaires, est un prérequis pour un poste de direction? Alors, ça, c'est un vaste sujet. Deux niveaux de réponse. La première réponse, c'est que non, ça ne l'est pas. Ça n'est pas formellement. Ça n'est pas formellement. Nous l'encourageons vivement. Tous nos documents d'information, de communication le valorisent. Pour des postes de direction à Paris, nous valorisons ce type d'expérience-là. Pourquoi est-ce que nous n'en faisons pas une condition? Parce qu'il faudrait, pour être pertinent et pour ne pas risquer un effet par trop mécanique, il faudrait sérier ce type de règles par filière métier. L'Agence française de développement, comme une bonne partie des structures qui sont autour de la table, n'est évidemment pas composée que d'opérationnels. Nous avons une direction RH, une direction financière, une direction des risques, une direction des systèmes d'information. Devons-nous exiger, pour avoir un bon manager, qu'il soit directeur, quel que soit son niveau, à la direction des systèmes d'information qu'il ait une expérience à l'étranger? Probablement pas, ou du moins dans certaines filières, ce serait se rajouter des difficultés probablement difficiles à surmonter. Donc, de l'incitation très forte. On est en train de réfléchir à l'exiger dans certaines filières, opérations, stratégie, financement de projets, ce type de filières. En revanche, Urbi et Orbi, ce serait probablement plus problématique que salvateur. D'accord, c'est très clair. J'avais une autre question, toujours sur vos relations avec vos partenaires. Sur la base de votre retour d'expérience, quels sont les prérequis pour qu'un partenariat fonctionne dans la durée, que ce soit pour le collaborateur, mais également pour vous, l'AFD, et l'entité d'accueil?
Le premier point, et c'est un effort de recentrage qu'on a réalisé depuis quelques années, le premier point, il revient à l'objet social de la structure, à mon sens. C'est-à-dire qu'un partenariat, il n'est pas là pour scander un parcours professionnel. En tout cas, il ne peut jamais être là que pour cela. Le point crucial, c'est l'intérêt des deux institutions à créer des relations partenariales, l'échange de personnel étant un moyen de renforcer un axe stratégique vers ce partenariat. Quand nous travaillons en lien avec la Banque asiatique de développement, où nous faisons régulièrement depuis plusieurs années des échanges, la question première n'est pas de savoir si les services RH ont envie de faire des échanges entre institutions. La question première est de savoir quelle est l'importance de développer une relation partenariale entre la Banque française de l'aide publique au développement et la Banque asiatique. Si ce point-là est extrêmement clair, déterminé, et que le niveau qui le détermine l'exprime de manière la plus claire possible, alors, parmi les modalités de partenariat, il y en a de très nombreuses, dont l'échange de personnel, qui est effectivement un point très important. Et donc, pour moi, la question, elle est d'abord celle de l'orientation stratégique, métier, opérationnel, appelons-la comme on veut, sur laquelle la fonction RH renforce, construit, propose, développe, mais n'est pas un princeps. D'accord, j'avais une dernière question pour vous. Vous avez du coup mentionné que chez vous, la mobilité est organisée par vœux. Ce sont les collaborateurs qui sont invités à faire plusieurs vœux, et sur la base de ces vœux, un système d'appariement est réalisé. Comment est-ce que vous accompagnez vos collaborateurs pour réaliser ces vœux, notamment en termes de compétences? Je me cerne bien cette question, et je fais là aussi le lien avec une question assez proche qui a été posée juste avant, sauf erreur. Et sans en savoir assez, je crois que nous avons fait un peu le même chemin que l'interlocutrice précédente. Nous n'arrivons pas, je crois qu'il faut être clair et simple, nous n'arrivons pas à générer du matching, de l'appariement sur la base d'une gestion par compétences. Ça, clairement, en tout cas pas au sens où on l'entendait il y a quelques années, c'est-à-dire l'expression de la compétence par un dictionnaire de compétences, un référentiel complet avec des niveaux de graduation, des niveaux d'atteinte. Donc on est plutôt sur des domaines de compétences, donc des compétences d'ordre sectoriel, d'ordre managérial, des soft skills, des choses comme ça. Et on se pose la question de savoir si l'investissement que nécessiterait, toute l'ingénierie que nécessiterait un objectif noble qui consisterait à avoir des matchings un peu technologisés par des référentiels de compétences, est-ce que c'est réellement opérant, et est-ce que le coût de ce type de technologie n'est pas excessif comparé au gain? Aujourd'hui, on n'a pas atterri sur cette réflexion-là. On est un peu à mi-chemin sur ce chemin-là, mais à ce stade, non, c'est pas une logique de référentiel de compétences telle qu'on a pu l'exercer il y a quelques années, et sur lequel, comme d'ailleurs beaucoup d'entreprises, d'établissements et de services RH, on est quand même plutôt progressivement en train de s'éloigner de ces modèles extrêmement fins de détermination de la brique la plus fine de la compétence. Merci beaucoup, M. Seillant, pour ces réponses très intéressantes. Merci beaucoup, M. Seillant, pour votre participation cet après-midi. On vous libère, et je vous souhaite une très bonne après-midi. Merci à vous, au revoir. Et je vous propose maintenant de passer au temps d'échange en sous-groupe. Donc, nous avons 3 sous-groupes qui permettront d'avoir le témoignage de 4 acteurs. François Brismian, donc, qui est représentant du bureau stratégie synthèse ministérielle au ministère des Armées, et qui partagera son expérience et les dispositifs en place au ministère des Armées dans le groupe 1. Madame Sandrine Gauthier, donc, qui est chef du bureau stratégie et affaires générales à la direction de l'action européenne et internationale au ministère de la Transition écologique, et qui partagera également un dispositif mis en place au sein du MTE dans le groupe numéro 2. Et puis dans le groupe numéro 3, nous aurons 2 témoignages d'acteurs qui ont vécu eux-mêmes des mobilités européennes et internationales. Madame Virginie Delattre-Escudier, qui est donc titulaire du master européen
de gouvernance et d'administration de l'ENA, qui est un master franco-allemand, et puis Monsieur Jean-Baptiste Perrin, qui a participé à plusieurs mobilités internationales et qui est membre de l'association des anciens du programme belge. Je vous invite tous à vous référer au mail qui vous a été envoyé et dans lequel vous trouverez le lien GoToMeeting pour participer aux échanges de votre groupe. Nous allons vous repartager tout de suite les liens vers les différents groupes dans le chat, mais bien sûr, on vous invite à rejoindre le groupe auquel vous êtes inscrit. On a prévu un petit peu de battement pour vous permettre de vous connecter. Donc, on va se retrouver dans les sous-groupes dans quelques instants. Et puis, nous reviendrons à l'issue de ce temps de partage en plénière pour avoir le retour d'expérience de l'Institut national d'administration du Portugal et puis le témoignage d'Antonin Corbizo d'Expertise France sur le programme Expertise technique internationale. En cas de problème de connexion, je vous invite à contacter Pauline Martin, dont les coordonnées s'affichent à l'écran actuellement pour tenter de résoudre ces éventuelles problématiques. Donc, je vous dis à tout de suite dans les sous-groupes. Je vous propose de reprendre le fil de l'après-midi. Alors, on remercie M. Brismur, Mme Gauthier, Mme de la Trescudier, M. Perrin pour leur participation au sous-groupe avec des échanges qui ont été, je l'espère, fructueux. On va prendre un temps assez court pour faire une synthèse de ces ateliers et je vais laisser la parole à Hélène Foy qui modérait le groupe 1 avec M. Brismur. Exactement. Alors, côté groupe 1, donc des échanges très riches et une présentation très riche de M. Brismur, qui nous a donc présenté le dispositif de mobilité internationale et européenne au sein du ministère des Armées. Donc, quelques chiffres clés, c'est donc 1500 personnes qui sont de manière permanente à l'étranger, donc des civils et des militaires, et on compte à peu près une cinquantaine de civils, qui sont principalement des personnels de catégorie A, donc 60% de population donc cadre, et qui partent essentiellement dans des ambassades, dans des organismes de l'OTAN ou bien dans des institutions européennes. Donc en 2019, le ministère des Armées a mis en place une politique RH pour développer sa stratégie d'influence en Europe et au sein des organisations internationales. Et cette stratégie va se découper en trois grandes actions. Donc, tout d'abord, première action, améliorer la gestion des agents en mobilité internationale et européenne. Ensuite, renforcer les dispositifs de formation. Et troisième point, valoriser la mobilité internationale dans les parcours de carrière du personnel civil. Et donc, pour mettre en place ce plan d'action, tout d'abord, pour l'amélioration de la gestion des agents en mobilité, le ministère des Armées a mis en place un guide pratique qui va détailler toutes les bonnes pratiques à la fois avant de partir, pendant l'expatriation et au retour. Le ministère des Armées a également mis en place une charte avec les grands principes de la mobilité et ils ont développé donc des outils de communication comme par exemple une rubrique dédiée à la mobilité internationale sur l'intranet afin de susciter l'envie du personnel civil à cette mobilité. Ensuite, sur le deuxième axe, qui était donc la formation du personnel civil en mobilité, le ministère des Armées a développé des formations donc spécifiques et également des formations de remise à niveau sur les langues étrangères pour leur permettre de faciliter leur intégration. Et en troisième point, donc sur le troisième axe de la politique RH, qui était de valoriser les parcours professionnels du personnel qui réalise une mobilité. Donc, le ministère des Armées a mis en place des conseils sur leur parcours professionnel et également des soutiens pour la préparation au concours des institutions européennes s'ils le souhaitent. Et je vais laisser la parole du coup à Léa qui a animé le groupe 2. Merci beaucoup Hélène. Je vais effectivement vous faire la restitution du groupe 2, donc, qui était présenté par Madame Sandrine Gauthier, qui est issue du ministère de la Transition écologique et qui est plus précisément chef du bureau stratégie et affaires générales à la direction de l'action européenne et internationale, qui est donc le bureau qui s'occupe de la gestion des agents qu'on envoie en mobilité au sein du ministère de la Transition écologique. Madame Gauthier a donc présenté comment est-ce que la mobilité internationale est organisée au sein du ministère.
il faut savoir que le ministère a deux enjeux. Tout d'abord, un premier enjeu de faire rayonner les compétences techniques de ces agents, qui sont à 90% des ingénieurs, donc des compétences très très spécifiques. Deuxième enjeu très important pour le ministère, les agents sont finalement des points d'appui pour porter la position française et appuyer la négociation française à l'international. Pour ce faire, le ministère dispose d'un réseau international plutôt étoffé, avec une soixantaine de mises à disposition qui sont renouvelées tous les 3 ans sur des postes essentiellement en catégorie A ou A+, ce qui permet au ministère d'envoyer des agents, par exemple à la DG du Trésor, au sein d'institutions européennes, par exemple la Commission européenne, mais également à l'international hors de l'Union européenne. On a cité par exemple l'Union internationale pour la conservation de la nature ou la Banque mondiale. Donc ce réseau est structuré de manière très précise. La force de ce dispositif pour le ministère, c'est qu'il est renouvelé du coup de manière très fréquente et il permet du coup au ministère d'envoyer des agents sur des postes très stratégiques en fonction de l'actualité et des besoins. Madame Gauthier a par exemple cité l'exemple de l'Indonésie, qui est un pays dans lequel on a envoyé des agents au moment où l'huile de palme était une compétence sur laquelle on avait besoin de s'appuyer. Les perspectives donc de développement de la mobilité au sein du ministère de la Transition écologique sont très liées à l'actualité, notamment en ce moment en lien avec la présidence française de l'Union européenne. Les postes qui sont proposés ont été essentiellement revus pour avoir plus de postes de ND stratégiques au sein de la représentation de l'Union européenne ou à Bruxelles. Et après la PFUE, donc le dispositif s'adapte pour répondre aux besoins de l'actualité, des besoins en compétences. Et donc je laisse donc Sébastien présenter le troisième sous-groupe. Merci Léa. Alors effectivement, moi j'étais à la modération de ce troisième groupe qui a permis d'avoir deux témoignages. Un premier témoignage de Madame Delattre-Escudier qui a participé au programme dit MEGA, donc c'est un Master européen d'administration et de gouvernance. C'est un programme qui est porté par un consortium d'universités européennes, une formation en français et en allemand. Et Madame Delattre-Escudier insistait sur le fait que cette approche de la francophonie et de la germanophonie, je ne sais pas si on dit comme ça, a été très importante dans un univers international plutôt dominé par l'anglais. Un programme très professionnalisant qui est structuré autour de 4 modules d'enseignement théorique de 15 jours, un à Paris, un à Strasbourg, un à Berlin et un à Potsdam, et 2 périodes de stage sur une durée conséquente de 12 semaines, si je ne me trompe pas. Et Madame Delattre-Escudier insistait beaucoup sur la dimension très enrichissante que constituait ce programme pour remettre en question aussi la façon dont on appréhende l'administration de l'État, très centralisée en France et très fédérale en Allemagne, au travers de groupes de travail sur lesquels les étudiants, donc, qui sont des fonctionnaires, sont vraiment attendus en termes de production. Ils travaillent sur des vrais sujets de réflexion encadrés par des fonctionnaires expérimentés, et ce qui permet effectivement d'être sur de la vraie production commune et de créer des liens forts avec des interlocuteurs en France et en Allemagne. Pour Madame Delattre-Escudier, ça a été un véritable tremplin pour sa carrière, notamment au regard de son poste, qui est chef de bureau des politiques et des relations internationales en santé, donc qui est par nature international. On a eu également le retour d'expérience de Monsieur Jean-Baptiste Perrin, qui lui a participé au programme Bellevue, qui était un programme financé par la fondation Bosch et qui permettait à des fonctionnaires européens issus de 12 pays de participer à des programmes d'échange. Donc c'est un programme qui n'existe plus aujourd'hui. Et Monsieur Perrin nous a partagé à la fois le grand apport qu'a pu avoir cette expérience, mais aussi notre expérience en tant que contractuel dans la fonction publique allemande pour lui, en termes de compétences techniques, aussi en termes de compétences comportementales, puisque bien sûr, quand on intervient dans une langue qui n'est pas sa langue maternelle et dans une culture qui n'est pas la sienne, on développe aussi d'autres compétences pour interagir avec ses collègues. Donc, M. Perrin nous partageait aussi les difficultés qu'il avait pu rencontrer dans ce cadre, notamment en termes je vais essayer de qualifier ça de manque de collaboration de son administration française dans le cadre de son départ et dans le retour où finalement il n'a pas eu
de postes qui convenaient à la fois à ses compétences et à ses attentes à l'issue de ce programme. Et effectivement, M. Perrin a engagé une démarche personnelle de rejoindre la fonction publique allemande au travers d'un poste contractuel. Et donc aujourd'hui, finalement, avec du recul, il perçoit cette expérience comme un vrai tremplin à long terme, notamment qui lui a permis d'accéder à ces fonctions au sein de la Commission européenne. Et plus largement, dans ce sous-groupe, il y a eu pas mal d'échanges autour à la fois d'une volonté partagée d'aller vers plus de mobilité internationale et européenne pour les participants, donc qui étaient des fonctionnaires, mais en même temps la nécessité de pouvoir s'appuyer sur un cadre clair qui permet d'éviter d'avoir en particulier des mauvaises surprises en termes de protection sociale pour qu'il y ait bien une continuité de cotisation et puis aussi un retour dans l'emploi qui permet de valoriser effectivement l'expérience, notamment au travers des progressions d'échelon, en tout cas d'élargir le spectre des postes ouverts aux fonctionnaires en retour de mobilité. Et de façon générale, il y avait un consensus sur l'intérêt de ces programmes et la nécessité de construire un cadre commun et partagé au sein de l'Union européenne pour faciliter ces échanges de fonctionnaires. Alors justement, on a beaucoup parlé de France et d'Allemagne dans cet atelier. Il y avait une question qui était est-ce qu'il y avait d'autres programmes qui existent en dehors de cet axe franco-allemand? Et je vous propose à présent de nous diriger virtuellement vers le Portugal et plus particulièrement d'entendre le retour d'expérience de l'Institut national d'administration du Portugal, qui est un organisme de formation de l'administration publique portugaise et qui est à l'initiative avec la France et la Belgique d'un programme d'échange de fonctionnaires qui s'appelle le EU Leadership Exchange Programme et qui a pour ambition d'encourager les fonctionnaires de ces pays à engager une mobilité dans un autre pays membre. Donc, ce sont des intervenants portugais et donc pour vous permettre à tous d'écouter cette intervention, on a enregistré leur intervention et on l'a sous-titrée pour vous permettre bien sûr d'avoir l'intégralité de la teneur de leurs propos. Donc, je vous propose d'écouter Madame Crisostomo et Monsieur Carrera de l'Institut national d'administration portugais. My name is Sofia Crisostomo, and I'm a member of the board of the new National Institute of Administration, which was recently created as a public institute. Nevertheless, the institute has a long history within training for the public administration. And since 1979, when it was created with that focus of getting training in place for all civil workers. So training people is our fundamental historical mission, as our president likes to say. And recently in May 2021, so our mission has been broadened to creation, transmission, and dissemination of knowledge within the field of public administration, contributing through training, teaching, scientific research, and technical advice to the innovation and modernization of public administration, as well as to the qualification and training of human resources within the public administration. So the Portuguese National Institute of Public Administration is taking the role for coordination and management of the pilot project and for involving member states that want to participate in the European Leadership Exchange Program, as well as European institutions within developing all the materials, all the guidance on what the pilot would be currently. So we are currently working on that, of course, in close collaboration with our French partners, because the results of the pilot program will be presented during the first semester of 2022, when France will assume the presidency of the Union Council. So we are working both with the French Directorate for Administration and Public Service, as well as the National School of Administration, the future National Institute of Public Service in France.
The EU Leadership Exchange Program began with the proposal of the Portuguese presidency of EU Council, so in the first semester of 2021. But this general framework for the program was developed collaboratively from the beginning. So we collected the inputs of all member states and the European Commission, and also from the partners of the European Public Administration Network, as well as the network of the directors of institutes and schools of public administration. The pilot project will now take place from October 2021 to June 2022, in accordance with the general framework that was presented initially in the informal meeting of Ministers of Public Administration last June. And as I mentioned before, we expect to be able to present intermediate results by February 2022, where the next informal meeting of Ministers of Public Administration would take place, and also the final results by end of June. Next. Good morning to you. My name is Isabel Carreira. I'm Director of Department of Organization Model Development and Innovation Promotion. From Portugal, I'm leading operationally the program, namely in the pilot phase. Just to state that this program that I believe very much in order that what value can bring to all participants and also for the institutions from different countries. Just to state that the Leadership Exchange Program is an initiative designed to place middle managers from the European Union, member states, public administration, and European institutions in different collaborative settings that allow knowledge sharing and immersion in a learning experience of good practices in policies, programs, management, instruments, and public service. The program intends to provide this experience and to allow middle managers to get in touch with different ways of conducting and implementing public policies, and also aims to create a network of collaboration between middle managers, and all in all, to act as a recognition and motivation mechanism, but also to foster an European culture oriented to public service. So all in all, a very noble objectives and goals that the program wants to pursue. The eligibility criteria fall basically in two dimensions. One requires that the participants are middle managers in central federal governments, administrations of EU member states and EU institutions. They must have middle management positions for at least 2 years. Another criteria to be eligible for this participation, it concerns the presentation of a value proposal or a project involving all the parties, namely the participant, the home and the host institutions. And this proposal, this value proposal, this project will guide the process and ensure that the focus and the effectiveness of the participation in the program in itself. So when the participants go to this experience, they should be able at the end to look at their own institutions and try to improve programs, systems, tools, or even design new ones if they are applicable in this setting specifically. So the expected volume of participants right now, Portugal, France, Belgium, and some institutions from the European Commission are involved in the first phase of the pilot project. It's going to happen between October and December. I would say that by the end of the pilot phase that goes through June 2022, 20 to 30 participants would be a very, very good number. Just reminding, we are testing in a model, see if it works, to see how can put into practice improvements, and then, of course, to disseminate to all state members and to the participants that are eligible for the program.
Let me say that we in Portugal, in INE, believe very much in this program because it offers opportunities to widen your scope, widen your view of public service and the way to improve it. When you get knowledge and you put it to practice, you appreciate the value that it can bring into public service. And public service as a determinant factor of the development of one society. So we are investing very much in this with all our partners. I like very much one expression that is walk the talk. So we're talking very much to improve civil service. We're talking about very much to improve our European network. So let's put things into practice that effectively contribute to that. So that's our main goal. We have right now one strategy that it was designed in a participative mode with civil servants, workers and managers. And there are several axes of this strategy for innovation and modernization of the state and public administration. One of them is invest in people. We need people with more knowledge, with higher levels of skills and competencies that have a brighter knowledge and experience what is public service in an European level, and try to get inspired and to put into practice new ideas or improve already ideas on run. And you always get richer when you get in touch with the different ways of thinking, different ways of doing things, and all that are involved in this program can gain with that. So for the Portuguese point of view, investing in people, get conditions, experience, opportunities to improve their knowledges, their skills, their competencies, and most important of all, put knowledge into practice. Ideas turned into solutions, to projects, and then at the end into practice. All in all, trying to get our citizens with a better service. That's our main concern again. This is not only principles and ideas. It's something that we try to make it happen every day, as you do also, I believe. Thank you all for your time also and for this opportunity. On espère que l'enthousiasme de Monsieur Carrera et Madame Crisostomo a été communicatif et que ça a pu générer des vocations parmi vous. Je crois que les candidatures pour ce programme sont encore ouvertes. On va maintenant passer à la dernière séquence de cet après-midi. On a le plaisir d'accueillir Monsieur Antonin Curbizo, qui est directeur du département coopération bilatérale et mobilisation de l'expertise chez Expertise France. Monsieur Curbizo, bonjour, merci beaucoup d'être présent cet après-midi. On a parlé de beaucoup de modalités de mobilité internationale depuis le début de l'après-midi. Chez Expertise France, vous avez un rôle de mobilisation de l'expertise des fonctionnaires français auprès d'administrations étrangères, notamment au travers d'un dispositif qui s'appelle l'ETI, l'expertise technique internationale. Est-ce que vous pouvez nous présenter le fonctionnement d'Expertise France, de l'ETI en particulier, et comment est-ce que fonctionne pour vous la gestion des experts, le cadre d'une mission ETI, et puis les apports aussi pour les agents et l'administration et la participation à ce programme? Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez correctement? On vous entend parfaitement. Merci beaucoup. Alors effectivement, donc je suis Antonin Curbizo, directeur du département coopération bilatérale et mobilisation de l'expertise au sein de la direction des opérations d'Expertise France. Expertise France est une agence interministérielle de coopération technique. Nous exerçons sous la tutelle du ministère des Affaires étrangères et du ministère de l'Économie et des Finances. Et nous allons, d'ici la fin de l'année, rejoindre le groupe AFD, Agence française de développement. Dans les médias, je vais effectivement vous présenter le dispositif des experts techniques internationaux, ETI. Ce sont des dispositifs qui peuvent être financés par le ministère des Affaires étrangères, par la Direction générale du Trésor, par l'Agence française de développement ou encore par des collectivités territoriales. Ce sont des dispositifs qui permettent
de déployer des personnels qui sont appelés à accomplir hors du territoire français des missions de coopération culturelle, scientifique, technique auprès d'États étrangers, d'organisations internationales. Tout à l'heure, il a été évoqué la Banque mondiale. Nous avons aujourd'hui une dizaine d'experts techniques internationaux qui sont déployés au sein de la Banque mondiale, des instituts de recherche indépendants ou encore des associations étrangères. Ces dispositifs s'inscrivent dans le cadre de la politique française d'aide au développement, avec le ministère des Affaires étrangères, mais pas que, qui peuvent donc financer ces missions d'expertise qui constituent un levier de coopération, un outil de dialogue bilatéral ou encore une opportunité de valorisation des savoir-faire français. Ces experts remplissent une mission d'appui technique ou de conseil dans des secteurs qui répondent aux priorités françaises en matière d'aide publique au développement, que ce soit dans le domaine de la santé, de la protection sociale, du développement durable, du climat, de la gouvernance démocratique, la gouvernance économique et financière. Et ce sont des qui sont mobilisés sur des missions résidentes d'une durée généralement de 2 ans, renouvelables 2 ans pour une durée de 4 ans. Ça peut aussi être des missions court terme ou bien alors encore des missions perlées. Et ces experts collaborent au quotidien avec nos partenaires à l'étranger, que ce soit auprès de bénéficiaires nationaux, des ministères, des administrations centrales, des institutions publiques ou encore des organisations internationales, je l'ai évoqué, la Banque mondiale ou Afristat. Le département que je dirige assure aujourd'hui la gestion d'un portefeuille de près de 200 experts avec une perspective, donc avec près de 150 postes qui sont aujourd'hui financés par le ministère des Affaires étrangères et avec une perspective de doublement de ces postes pour arriver à près de 300 postes d'ici 2023. Donc, on est engagé dans une dynamique de relance, de renouveau de cette assistance technique, de cette expertise technique internationale. Expertise France assure la sélection, le recrutement, le déploiement, le suivi de la mission de ces experts sur le terrain en étroite concertation avec les services de l'ambassade qui assurent au quotidien l'animation de ces experts. Si on peut passer à la slide suivante. Cette slide pour vous présenter le type de poste que l'on est amené à mobiliser. Ce peut être donc des experts juniors qui peuvent faire état de 4 ou 5 ans d'expérience professionnelle, des experts confirmés, des conseillers de directeurs qui peuvent faire état de 15-20 ans d'expérience professionnelle dans un secteur en particulier, ou encore des positionnements de conseillers de hautes autorités. Par haute autorité, on entend conseiller directement auprès, par exemple, d'un ministre d'un État étranger. Ces experts sont positionnés sur les secteurs que j'évoquais précédemment, climat, santé, gouvernance, éducation, culture, et sur des géographies aujourd'hui prioritaires telles que l'axe Indo-Pacifique ou encore l'Afrique subsaharienne. Ces postes en amont font l'objet d'une création sur la base d'un échange généralement entre l'ambassade de France et les autorités partenaires pour identifier un besoin d'expertise, un besoin d'accompagnement au renforcement des capacités, par exemple pour accompagner une réforme des systèmes de santé, une réforme des finances publiques. Et concrètement, donc ce sont, excusez-moi, si on peut passer à la slide suivante. Voilà, ce sont ces types de postes concrètement que l'on peut, qui sont aujourd'hui disponibles sur notre site internet. Par exemple, au Togo, un poste de conseiller du ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et du développement du territoire. Au Bénin, un poste d'expert culture et patrimoine auprès de l'école du patrimoine africain.
en Tunisie, un poste de conseiller technique auprès du ministère des Finances pour assurer la gestion de la dette et la trésorerie de l'État. Donc, nous avons des dizaines de postes qui sont, pour lesquels nous lançons des appels à candidature et qui sont disponibles sur notre site Internet. Si l'on passe à la slide suivante, je vous remercie. Donc, ce sont bien des candidatures systématiquement pour ces postes qui se font à titre individuel. L'expert, le candidat, candidate à un poste à titre personnel. Alors, ces postes ont un intérêt à la fois pour l'administration, puisque l'expert, in fine, qui est déployé, participe à la diffusion du savoir-faire de son administration de rattachement. Je l'évoquais précédemment, quand on contribue à l'accompagnement à une réforme des systèmes de santé, à une réforme des systèmes des finances publiques, ou à la création des corps de contrôle, à la réforme des corps de contrôle, la mise en place d'une Cour des comptes, ou bien alors la mise en place d'une inspection générale des finances ou d'une inspection générale d'État. Derrière cela, c'est l'expertise française, c'est le savoir-faire français qui est attendu, et cet expert, donc qui peut être issu d'une administration, contribue à la diffusion de ce savoir-faire. Ce sont aussi des postes sur lesquels l'expert est déployé peut entrer, ce sont des postes qui peuvent entrer dans une stratégie internationale de l'administration de rattachement. Et enfin, cette administration peut engager des interactions avec les experts qui sont sur le terrain et ainsi participer à la valorisation de cette mission et bénéficier de retours d'expérience. Pour vous donner un exemple concret qui ne s'est in fine pas traduit dans les faits, mais nous devions pourvoir un poste d'expert en fiscalité en Guinée auprès du président de la République Alpha Condé, et jusqu'à maintenant qui avait bénéficié de l'accompagnement de la DGFiP, de la Direction générale des finances publiques, pour pouvoir identifier ce type d'expert. Pour l'agent, c'est bien sûr une opportunité dans son parcours professionnel, c'est également de pouvoir bénéficier d'une expérience en milieu interculturel, et enfin, c'est de pouvoir bénéficier d'un positionnement au sein de l'équipe France, naturellement vis-à-vis de l'ambassade de France, mais également de l'Agence française de développement, et en bonne coordination avec l'ensemble des services, des opérateurs qui participent à l'action extérieure de l'État. Voilà pour la présentation de ce dispositif, et je suis à votre disposition pour répondre à des questions. Merci beaucoup. Alors effectivement, on a quelques questions et je vais donner la parole à Léa Sevestre pour relayer les questions des participants. Oui, effectivement. Merci beaucoup, Monsieur Corbizo, pour votre intervention. Si je comprends bien, du coup, les modalités de recrutement d'intervenants dans un modèle de l'ETI reposent sur la collaboration des administrations de départ dans les parcours notamment, et la valorisation au sein du parcours de carrière. Comment est-ce que vous collaborez avec les administrations de départ, du coup, pour recruter des agents notamment et gérer leur parcours de carrière ? Alors, comme je l'indiquais précédemment, la démarche se fait bien à titre individuel, c'est-à-dire que c'est un dispositif qui s'adresse à toute personne intéressée, qui peut être issue du secteur privé, du secteur public, soit en administration centrale, soit issue de collectivités territoriales, mais la démarche de candidature se fait à titre individuel. Par contre, ce que nous faisons, c'est de diffuser les appels à candidature qui sont disponibles sur notre site internet pour que les administrations puissent relayer ces appels à candidature, qu'elles puissent susciter des intérêts parmi leurs agents, les engager à postuler le cas échéant, mais in fine, le processus de sélection se fait par Expertise France, qui deviendra
si le candidat, si l'agent est retenu, leur employeur pendant la durée de la mission. Et s'il s'agit d'un fonctionnaire en activité, via un détachement. Alors justement, vous le disiez, le processus de sélection opéré par Expertise France, comment est-ce que vous évaluez le niveau d'expertise? Est-ce que vous fonctionnez avec un système de vivier? Comment est-ce qu'on juge du niveau d'expertise d'un fonctionnaire en vue d'une mission à vos côtés chez Expertise France? Alors, nos appels à candidature précisent le profil qui est attendu, un profil plutôt junior, mais quand on parle de profil junior, on fait déjà état d'un certain nombre d'années d'expérience, surtout pour des missions à l'international. Donc, le profil du candidat en termes de seniorité, en termes également de connaissances, sur un secteur particulier ou sur une zone géographique en particulier. Donc, on a un certain nombre d'exigences. Et ensuite, ce sont des appels à candidature concurrentiels. C'est-à-dire que ce sont des appels à candidature ouverts dans lesquels les candidats seront mis en compétition, et de la même façon que l'on sélectionne, que l'on recrute un candidat, on retient le meilleur profil au regard de son expérience, au regard de son parcours professionnel, au regard aussi de ses connaissances techniques sur les secteurs que j'évoquais tout à l'heure, que ce soit dans le domaine de la santé, des finances publiques, du développement du climat, de l'environnement. On est vraiment dans un processus classique de sélection et de recrutement pour des missions temporaires qui peuvent aller de 2 ans à 4 ans. Et alors une dernière question, et puis ensuite on va devoir conclure parce qu'on arrive au terme de l'atelier. Est-ce que vous constatez, on va dire, des profils qui reviennent régulièrement dans ce cycle de l'expertise, voire qui y restent, qui enchaînent les missions d'expertise, ou est-ce qu'on est plutôt sur une mission une fois et ensuite un retour dans l'administration d'origine? Ces cas sont extrêmement variés. On peut effectivement avoir des personnes qui ont d'ores et déjà effectué des missions sur un secteur en particulier dans un pays et qui vont pouvoir être redéployées dans un autre pays. L'idée aussi, c'est d'avoir, dans le cas de positionnement de poste où le rattachement, le lien avec l'administration est important, de pouvoir avoir cette connexion. C'est-à-dire que la personne que l'on a envoyée pendant 2 ans, 4 ans à l'étranger puisse revenir en France, puisse se ressourcer auprès de son administration avant de pouvoir repartir sur une autre mission, et d'avoir ce lien avec l'administration centrale ou territoriale. Un grand merci, Monsieur Corbizo, pour votre participation à cet atelier de la transformation RH. On arrive au terme de l'atelier, il est 17h, on a réussi à tenir le timing. Je pense qu'on a vu de nombreuses formes de mobilité internationale et européenne possibles pour les fonctionnaires. On vous remercie bien sûr d'avoir suivi cet atelier. On remercie tout particulièrement l'ensemble des intervenants, et ils ont été nombreux aujourd'hui, qui ont mobilisé leur temps pour partager leur retour d'expérience et leurs bonnes pratiques. Et comme évoqué tout au long de l'après-midi, et notamment dans les différents sous-groupes, il y a de nombreuses ressources qui existent sur cette thématique. Donc, on vous invite à vous référer au portail de la fonction publique, qui est la source la plus exhaustive des ressources disponibles sur tous les sujets. Sur également le document qu'on vous a envoyé en amont, le fonds documentaire. On vous partagera d'ici quelques jours ou semaines une synthèse complète de l'événement reprenant l'ensemble des interventions et des sous-groupes, et au sein desquels, et dans le cadre dans ce document, on vous mettra les liens vers plusieurs ressources qui ont été évoquées, la présentation du programme MEGA, les différentes ressources qui synthétisent les initiatives qui sont portées actuellement, notamment le programme co-construit avec nos interlocuteurs portugais. Et puis on vous invite bien sûr à toujours vous référer à la lettre Vision RH que vous connaissez sans doute, et qui est un très bon outil de veille internationale de ce qui se fait dans les différentes fonctions publiques.
On va s'arrêter là. Merci à toutes et à tous et on vous donne rendez-vous très prochainement pour de nouveaux ateliers ou webinaires de l'école du management et des ressources humaines de la DGF. Bonne fin de journée à tous et à très bientôt.